Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là en pleine pause midi. On parle des crises qui peuvent arriver dans le bio, sur le marché bio. Actuellement, il y a bien une crise qui se passe. Ce n'est pas la première fois. On va regarder à l'international quand est-ce qu'il y a eu des crises dans d'autres pays. Qu'est-ce qui a été fait à ce moment-là et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer. Une toute petite présentation de notre structure, Ecocept, un bureau d'études spécialisé dans l'agroalimentaire durable. Nous sommes des franco-allemands. Vous entendez avec mon accent que moi je fais partie des Allemands dans l'équipe. On est 10 sur Munich, 5 à Montpellier. Et vous voyez un état des lieux de l'équipe en été dernier. Il y a des études de marché parmi nos métiers, le conseil en politique agricole. Un conseil en commercialisation que nous proposons aux entreprises dans la distribution, dans la transformation et un travail de structuration de filière. Nous avons depuis 20 ans que Ecocept existe en France et en Allemagne et évidemment réalisé un certain nombre de projets dans les 400 et le compteur continue à tourner et nous travaillons aussi bien pour le secteur public que pour les entreprises privées que dans la recherche, nous essayons de prendre un peu d'auteur, un regard analytique sur ce qui se passe dans les tendances alimentaires et dans les tendances de consommation. Maintenant, dans le cœur du sujet, les crises dans le bio, 3 petits points qu'on va essayer de traiter rapidement. Première en introduction, je propose une réflexion sur un plafond pour le bio. Puis on va regarder, on va faire ce tour horizon, le bio à l'international, et puis quelques conclusions. Un plafond pour le bio. Donc d'abord, pour tous qui connaissaient le bio avant la crise, on était quand même dans ce monde-là, on était dans ce monde de l'éternelle croissance. Ça semble ne jamais s'arrêter, ça semble ne jamais s'arrêter, même au moment de la crise financière en 2008, ça ne s'est pas arrêté. Donc, on pouvait bien croire à un moment que le bio ne connaît que la croissance. Il y avait encore une accélération en 2015-2019, notamment sous l'influence de ce qui s'est passé en France. France, grand moteur du développement du bio en Europe. Un bond en avant sous l'influence du Covid en 2020, puis un ralentissement en 2021, et puis un recul généralisé partout en Europe en 2022. Et puis actuellement, on voit déjà une reprise, moins partiellement, dans certains pays. Donc, quand cette crise est arrivée, quand ce moment-là est arrivé, que d'un moment, la courbe-là s'est arrêtée de croître, tous les analystes qui avaient croisé de près ou de loin une analyse marketing ou qui étaient passés par une école de marketing ou de commerce à un moment, sont arrivés avec ce théorème de l'analyse de cycle de vie d'un produit. Et on dit, bah oui, logique, c'est que logique, le bio maintenant, elle est arrivée là, c'est le plafond, maintenant c'est le plafond, et après ça va être le déclin, c'est comme c'est normal, c'est tout le produit, c'est comme ça, toutes les marques, c'est comme ça. Donc, effectivement, c'est un concept qui décrit la vie d'un produit ou la vie d'une marque, mais je pense que le bio a une logique toute différente. Il a une logique transversale. Le bio, il a toujours cette ambition de remplacer par l'innovation d'autres produits, à terme même tous les produits. Hein. Si vous discutez avec les acteurs du bio, il a quand même l'ambition de remplacer tout le conventionnel à un moment. Donc, à l'intérieur de tout ça, il y a une multitude de produits et de marques qui ont leur vie propre. Et pour chacun, on pourra appliquer ce théorème, mais pas pour le bio dans son ensemble. Et si on regarde le part de marché que nous avons actuellement en France, qui est autour de 6%, on voit dans d'autres pays 12%, 13%, 10%, 11%. Et on voit dans certaines catégories de produits des parts de marché de 40%, de 70%, de 30%, de 10%. Donc, pourquoi on s'arrêterait magiquement aux 6% ici, en France?
Ça me paraît pas évident, ça me paraît pas logique. Je pense que ce concept, tout simplement, on ne peut pas l'appliquer au bio. Maintenant, après cette introduction, faisons ce tour à l'international. Revenons à cette courbe qui, pour l'Europe dans son ensemble, était toujours positive. Puis il y a cette épaisse 2021-2022. Maintenant, ça repart déjà dans certains pays, vous allez le voir. Mais il faut bien dire que quand on a regardé à l'intérieur de cette courbe-là, hein, là c'est le long fleuve tranquille, mais ici c'est un peu plus mouvementé. On a eu des crises dans le passé, en Allemagne en 2003, 2008, en Angleterre en 2008, en Suède en 2016, 2017. Et on va regarder un peu en détail qu'est-ce qui s'est passé à ces moments-là, dans ces marchés-là, et qu'est-ce que les acteurs du marché ont fait pour contrer et surmonter la crise. Commençons avec le plus gros morceau qui est l'Allemagne, deuxième plus grand marché national du bio au niveau du monde, après les États-Unis et juste devant la France. Donc l'Allemagne, cette évolution d'abord très très positive aussi, mais la crise est arrivée plus tard qu'en France. En France, en 2021, la crise était déjà arrivée. En Allemagne, il y avait encore une belle croissance de 6% avec un effet d'accélération qui venait du Covid. Et puis, on a en 2022, par contre, un ralentissement, puis une baisse au second semestre, et on a finalement l'année 2022 bien dans le rouge en Allemagne. Sur tous les canaux pas sur tous les canaux de distribution, mais sur l'ensemble du marché. En même temps, il y a une forte inflation de plus de 20%, l'inflation alimentaire beaucoup plus forte en Allemagne qu'en France. Les décideurs, les consommateurs perdent à ce moment-là leur point de référence. On perd un peu le point de référence. Qu'est-ce qui coûte combien ? Combien coûte un kilo de pommes de terre? Combien coûte un litre de lait? Il y a eu de tels hauts et des bas que les gens ont perdu un peu leur repère, et pas seulement les consommatrices, consommateurs, mais aussi les décideurs, hein, qui faisaient un peu du yo-yo avec les prix, du coup. Donc, il est arrivé que les produits bio étaient vendus moins cher que les produits conventionnels. Donc là, vous avez des concombres, 1,50 € pour le bio, presque 2 € pour le conventionnel. Et pourtant, les concombres bio, dans ce cas précis, ne se sont pas mieux vendus que les conventionnels. Ils étaient moins chers, ils étaient bio, et c'est vendaient moins bien, tellement cette image que le bio est cher pesait dans la décision, dans la perception des consommatrices et consommateurs, et tellement ça pesait dans un contexte où on avait perdu ses repères, et dans un contexte d'inflation où on a une peur irrationnelle de tout qui pourrait être cher. Les magasins bio pendant cette période sont les plus touchés. Ils encaissent dans les moins 20% de croissance, donc dans un recul de 20%, donc ça fait vraiment mal. Et le discount est le seul canal de marché qui continue à croître pendant cette année 2022 en Allemagne. Quels sont les stabilisateurs de la crise en Allemagne? Il faut d'abord parler de la coopération verticale entre associations d'agriculteurs et le commerce en détail. Ça, c'est une histoire ancienne qui date de cette crise déjà de 2003 et qui a été renforcée après la crise en 2008. Et les associations de paysans bio en Allemagne, qui regroupent à peu près les 2/3 de la production, sont allées chercher le contact direct, le contact contractuel avec la grande distribution, et ont scellé des alliances très très solides avec tous les grands acteurs du marché, que ce soit les supermarchés normaux ou le discount. Le bio en Allemagne est toujours considéré comme quelque chose de positif, en faisant partie de la solution. Dans les médias et dans le débat public, il y a eu beaucoup moins de bio-bashing en Allemagne qu'en France. Le soutien politique reste fort, voire très fort. Il faut savoir qu'en Allemagne, il n'y a pas un ministre de l'Agriculture, il y en a 17, parce qu'on a 16 Länder, 16 régions, avec chacun son ministre, et le ministre fédéral. Et tous, ils poussent dans le même sens. Aucun de tous ces ministres a abandonné le bio ou a relâché le soutien pour le bio, ni par le verbe, ni par l'argent. Hein. Les deux allaient bien ensemble.
Il y a la labellisation régionale des produits biologiques. Ça aussi, c'est une histoire ancienne. Ça existe depuis 10-15 ans déjà dans certaines régions en Allemagne et qu'on labellise publiquement par des moyens des ministres des ministères régionaux des produits bio qui viennent de la région. Ce n'est pas des volumes immenses, mais ça donne un petit relais de croissance additionnel. Et le secteur bio communique sur ses externalités positives, sur l'efficacité climatique et sur la réduction des coûts environnementaux. Donc ça, c'est le cheval de bataille pendant la crise, d'insister sur le fait que le bio, en fait, il économise de l'argent à la société dans son ensemble. Avec tout ça, on a quand même continué à croître la superficie en bio, donc il y a eu continuité dans les conversions vers le bio, dans la culture bio en Allemagne. Une étude qui a fait du bien l'année dernière, en 2022, la culture biologique génère des externalités positives en hauteur de 800 € par hectare. Une grande étude sortie par l'équivalent de l'INRAE allemande et qui a fait la une du coup dans le journal de la FNSEA. La FNSEA allemande qui a priori n'est pas tellement plus favorable par rapport au bio que la FNSEA française, mais qui joue le jeu et qui communique donc sur le résultat de cette étude. Peu de biobashing, je l'ai déjà dit, mais vous avez le journal Bild, un quotidien plutôt conservateur, plutôt de la presse à grand tirage, de la presse à sensation, et eux, ils posent en pleine crise inflationniste la question, est-ce que les produits bio sont vraiment si chers, hein? C'est plutôt positif comme titre, on est très très loin du biobashing. Il n'y a pas non plus de label greenwashing en Allemagne, il n'y en a pas de label HVE, pour le dire très très simplement et de façon un peu raccourcie. Donc, est-ce qu'ils sont déjà sortis de la crise, les Allemands? Il y a effectivement les signes de reprise. On a le 3e mois en septembre où les chiffres d'affaires est plus et dans le vert, est positif. Le discount est certainement la locomotive. Les prix pour les producteurs ne sont plus sous pression. Le prix pour le lait, le prix pour les céréales, c'est des bons niveaux de prix. La distribution spécialisée, eux aussi, ils renouent avec leur croissance, très important. Il y a un bilan positif attendu pour 2023. Et on peut se poser la question si l'Allemagne a atteint ce niveau nouveau normal après la crise. On a quand même une crise multifacette, on a une crise géopolitique, on a une crise inflationniste, on a une crise climatique. Toute la société est en crise dans un sens, elle doit s'installer dans un nouveau normal. Est-ce que les Allemands sont déjà un pas plus loin dans ce nouveau normal? Et est-ce que le bio, dans ce nouveau normal, a déjà trouvé sa place? Voilà, c'est un peu ça la question. Ça, on va le voir, c'est un peu tôt pour le dire, mais c'est l'hypothèse qu'on va vérifier. Là, mois pour mois. C'est aujourd'hui d'ailleurs qu'on a les chiffres pour le mois dernier sur le développement du bio. Je peux peut-être vous en parler demain. Regardons vite fait en Suède, qu'est-ce qui s'est passé en Suède? Croissance très très forte en Suède, puis un déclin, puis une petite reprise derrière. Donc forte croissance pendant toutes ces années, grand soutien de la politique, puis une baisse de la demande induite par une décision du supermarché, un marché où 4 chaînes décident sur la vente ou pas des produits, donc très peu de décideurs. Et suite à un débat public sur l'efficacité du bio ou pas par rapport au changement climatique, ces décideurs ont pris peur, ont anticipé un comportement consommateur qu'ils imaginaient négatif, et du coup, ils ont sorti beaucoup de produits des supermarchés et c'était le déclin. Il y a même eu des reconversions dans l'agriculture, des agriculteurs qui sont revenus dans le conventionnel, mais on retrouve la croissance en 2022, on attend les chiffres pour 2023. Au Royaume-Uni, on a vu les montagnes russes pendant cette période 2008-2022. Il faut dire qu'avant 2008, en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni, une croissance très forte portée par les quelques chaînes de supermarchés qui existent là-bas, aussi un oligopole dans la grande distribution, très peu de décideurs.
qui étaient tous fans du bio à ce moment. Arrive la crise financière et ces mêmes décideurs imaginent que, là, vu la crise financière, les consommatrices, consommateurs vont se détourner du bio et ils délistent le bio, ils réduisent l'offre et ils induisent un recul de la demande assez logique puisqu'il n'y a plus d'offres qui finalement va durer presque 10 ans pour qu'on trouve le même niveau qu'avant cette crise. C'est reparti avec le négatif là depuis qu'on a la crise inflationniste, depuis qu'on a le sortie de l'Union européenne avec tout le chamboulement que ça entraîne en Angleterre, en Royaume-Uni. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit déjà. D'ailleurs, les slides, vous pouvez les télécharger sur notre site. Je vais mettre le QR code à la fin de la présentation. Vous pouvez télécharger le slide sur notre site. En Espagne, on voit une forte crise une forte augmentation de la consommation bio jusqu'à la crise Covid. Puis, en Espagne, c'est typiquement un de ces marchés, comme l'Italie aussi, qui à l'origine développait le bio essentiellement pour l'export. Et qui ont pris goût, hein, les consommateurs locaux ont pris goût au bio qui était développé d'abord pour les marchés à l'export, mais après très forte demande nationale, donc en Espagne, comme en Italie, Italie qui est le 3e marché européen pour les produits bio. On a une croissance quand même en 2022 qui nous fait sortir de la crise. 3 pays en développement positif pour finir ce tour d'horizon. D'abord, le plus grand marché mondial qui sont les États-Unis. Eux, en fait, ils n'ont jamais vraiment connu de grandes crises. Il y a des petits paliers, mais ça continue à croître à un rythme plutôt lent, mais stable. Donc, ils ne dépassent jamais les 10% de croissance. Ce n'est pas comme en France. On a eu 15, 16, 18, 20% de croissance d'une année à l'autre. Là, c'est plutôt pépère aux États-Unis, mais c'est un marché énorme. Il y a des raisons de croire que ça continuera à bien se développer parce que pour la première fois, il y a un soutien politique assez spectaculaire aussi pour les conditions aux États-Unis où généralement on n'aide pas trop, on n'interfère pas trop dans la vie des acteurs économiques. Là, il y a ce programme de soutien de 300 millions de dollars. On a l'Autriche ici avec ce graphique-là, très stable aussi, un petit palier autour de 2011-2012, mais il continue actuellement à croître. Il y a un fort soutien de la distribution, c'est essentiellement 4 maisons de distribution en Autriche, et tous les 4 grandes maisons soutiennent avec leur politique très fortement le bio. Il y a un lien très fort entre l'amont et l'aval, un peu comme en Allemagne, donc des contrats très forts entre les agriculteurs et la distribution conventionnelle. Il y a un fort soutien public, et il y a un lien ancestral entre ce qui est bio et ce qui est origine autrichienne. Depuis toujours, ils font converger ces 2 arguments de vente. Et il y a finalement l'Italie. Je l'ai dit, l'Italie, c'est le 3e marché bio européen. Donc, c'est pas rien si eux, ils progressent de 9% en 2023. C'est une bonne nouvelle. C'est rassurant de voir qu'autour, il y a de la croissance. Quelques conclusions pour la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, je pense qu'il n'y a pas de plafond pour le bio. Il n'y a aucune raison de croire que ça s'arrêterait magiquement à 6 ou 7% de part de marché. Il y a eu dans le passé déjà des crises aussi bien structurelles que conjoncturelles. Jusqu'ici, on les a toujours surmontées. Parfois, ça a mis 10 ans, hein, comme en Angleterre. On a, par contre, depuis la fin des années 2010, un affaiblissement de la position unique qui a détenu le bio avant. Le bio, ça a été la solution pour l'agroalimentaire durable pendant tous ces ans. Depuis l'année 2000, c'était un genre de consensus sociétal, même le côté conventionnel avoué du bout de lèvres que oui, le bio, c'est finalement intéressant comme solution. Ça nous mène dans le bon chemin vers
l'agroalimentaire durable. Ce positionnement unique est un peu attaqué sur certains points depuis les années 2016-2017, quand il y a eu ces publications qui mettaient en doute le bio par rapport à son efficacité et changement climatique. Et puis, il y a eu d'autres publications, comme quoi le bio utilise des pesticides, comme quoi le bio ne serait pas meilleur pour le bien-être animal, etc., etc. Il y avait plein de petites attaques comme ça qui grignotaient cette image du bio de tous les côtés, où il n'y a pas un contre-feu suffisamment nourri et suffisamment efficace pour affaiblir ces arguments. Et du coup, cette position du bio s'est un peu affaiblie. Ces faiblesses ont d'abord été masquées par la pandémie. Dans la pandémie, les gens se sont retournés très fortement vers le bio dans la majorité des pays. Donc on ne les a pas vues, ces faiblesses, pendant 1 an ou 2 ans. On n'a pas fait le boulot pendant ces 2 ans. Et puis, il y avait la crise qui est arrivée et elle surexpose les mêmes faiblesses qui avant avaient été masquées. Le développement à l'international montre quelques pistes d'action comme la coopération verticale, la contractualisation, la diversification. Je vais en dire un peu plus dans les détails. Comment sortir de la crise? Donc, on peut dans un premier temps parler de la coopération verticale et de la contractualisation. C'est en France, par exemple, très bien fait, mais très bien jusqu'au niveau du supermarché. Les supermarchés eux-mêmes ne sont pas intégrés dans cette contractualisation trop souvent. Parfois, ça existe, mais généralement, c'est trop peu développé ce lien avec le management moyen aussi dans le supermarché. Ce n'est pas que les centrales qui peuvent porter un projet comme le bio, il faut aussi que le personnel de terrain dans le supermarché, les chefs des rayons, portent le bio dans leur cœur et gardent les produits en cas de crise à la place de les sortir des rayons. Et donc ça, le pays où ça réussit très très bien, c'est quand même l'Allemagne. Là, ils ont vraiment réussi à mobiliser tout le monde dans la distribution conventionnelle pour leurs projets, pour leurs produits bio. La diversification, maîtriser l'entrée de gamme, on l'a vu maintenant avec la crise que beaucoup de marques ont développé des sous-marques ou des sous-produits bas de gamme ou entrée de gamme. Un peu dans la panique, un peu à la va-vite, au risque de réaliser des vraies pertes de création de valeur. Donc, il faut diversifier. Il faut faire du bio pour tous, pour tout le porte-monnaie, pour toutes les situations de consommation, pour toutes les couches de la population, etc., etc. Mais il faut vraiment maîtriser les deux bouts des extrêmes, pas seulement l'entrée de gamme, mais aussi le haut de gamme, pour qu'on puisse équilibrer la valeur ajoutée créée dans l'ensemble, parce qu'évidemment, en bio, nous avons besoin de cette valeur ajoutée. La communication à tous les niveaux, et là j'inclus aussi les acteurs politiques et les acteurs sociétaux, le lien avec les associations, tout le lien avec la société civile peuvent être, je pense, renforcés. Toutes les organisations environnementales, toutes les organisations pour le bien-être animal, on peut renforcer ces liens-là. Dans le bio, on a tous les cartes à jouer pour bien travailler avec ces gens. La communication aussi vers les acteurs politiques et la communication vers les acteurs dans le management moyen des transformateurs mixtes et des distributeurs mixtes, évidemment. Une observation fine du marché, aussi à l'international, repérer quelques indicateurs qui nous disent « Ouh là, ça commence à sentir le roussi à un certain endroit ou à un autre », pour voir est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va vraiment si mal. Je pense, là, actuellement en France, si on regarde un peu autour, on peut se rassurer quand même un peu, ça ne va pas si mal que ça partout. Le lien avec l'argument origine régionale, évidemment, c'est important. Le bio et le régional ne doivent jamais être opposés l'un à l'autre. Ça doit se rejoindre dans la majorité ou dans le maximum des cas. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.